On n'est jamais prêt à entendre que son enfant se trouve à la morgue. C'était comme si tout se passait au ralenti. Selon eux, Sherry était avec un ex-petit ami. Il s'est peut-être mis en colère lors d'une dispute. On était persuadés qu'il l'avait tué. On commençait à être inquiet parce qu'il avait quitté le Colorado et on ne savait même pas s'il reviendrait un jour. Le temps nous était compté. On devait agir le plus vite possible. Il fallait que justice soit faite pour Sherry Majors et pour sa famille. Je n'avais pas le droit à l'erreur. On parle souvent de Sherry. On regarde des photos d'elle pour ne jamais l'oublier. Sherry, regarde, dans ce livre aussi, il y a des photos. Voilà ta mère. J'étais très jeune quand c'est arrivé à ma mère. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs d'elle. Tout ce que je sais sur elle, on me l'a raconté. Nous avions 3 enfants. Sheila, Sherry et Mark. Sherry, pour nous, c'était notre petite merveille. On ne savait jamais à quoi s'attendre avec elle. Il ne fallait jamais lui lancer de défis parce qu'elle était prête à tout. Elle aimait son frère et sa sœur de tout son cœur. Elle mettait tout le monde à l'aise. Elle était chaleureuse. C'est pour ça qu'elle a voulu devenir infirmière. C'était dans sa nature. Elle était faite pour ça. Elle prenait soin des autres. Quand Jeff et elle se sont mariés, on était ravis. Ensuite, ils ont eu des enfants. C'était la famille parfaite. C'était une mère aimante. J'étais très attaché à elle. On avait une relation fusionnelle. Je l'aimais plus que tout au monde. J'ai été très chanceux de la voir dans ma vie. Je me souviens de ce jour-là. Tu t'en souviens? On l'a perdue peu de temps après. C'était un matin très tôt. Il avait neigé. Il faisait froid. Ça s'est passé à Denver, dans une zone industrielle. Un endroit avec plein de petits entrepôts. C'était un lundi matin. Les gens sont venus travailler. Un employé regardait par la fenêtre quand il a remarqué un corps dans la neige. Il a appelé un collègue et il lui a fait part de sa découverte. Il est allé voir et a dit qu'il fallait appeler la police. L'enquêtrice Dixie Grimes et moi avons été appelés. Dans cette ruelle, il y avait des seringues et de quoi se droguer partout. L'endroit rêvé pour le trafic de drogue ou la prostitution. That is the window. Witnesses looked out and observed the body. Puis, mon partenaire et moi avons trouvé cette femme. Ça ne faisait aucun doute. Elle était morte. On a tout de suite pensé à une affaire de prostitution qui aurait mal tourné. Elle était habillée normalement. Elle n'avait rien à faire dans un endroit pareil. On l'a retournée sur le dos. On a vu que sa tête et son visage portaient des traces de coups violents. Elle n'avait qu'une seule boucle d'oreille. Elle n'avait pas ses papiers d'identité, ni son sac à main. On ne savait pas d'où elle sortait.
Il avait neigé cette nuit-là. On a donc vérifié s'il ne restait pas des traces de pneus ou des empreintes de pas. On en a trouvé quelques-unes, mais aucune ne correspondait aux chaussures de la victime. Elle n'avait pas été tuée dans cette ruelle. On l'avait transportée ici. On ne connaissait toujours pas son identité. On n'avait absolument aucune piste. Une affaire de meurtre, on veut la régler le plus vite possible. On avait perdu du temps. Le corps se trouvait déjà là depuis un moment. Le temps est notre ennemi. Selon le médecin légiste, elle était morte depuis quelques jours. Les coups portés ont été si violents qu'elle a succombé au traumatisme engendré. On l'avait rouée de coups et laissée pour morte. On a envoyé ses empreintes au laboratoire. Elle était connue des forces de police. Elle avait été arrêtée plus jeune. On a pu identifier le corps. C'était Sherry Majors. Elle avait 27 ans. Elle vivait à Aurora, en périphérie de Denver. Sherry et Jeff avaient divorcé depuis peu. Sherry avait emménagé chez nous. Elle était mère célibataire avec 3 enfants à charge. Ce soir-là, j'étais inquiète. Je n'avais pas eu de nouvelles de Sherry. Je suis allée chercher les garçons à la garderie. À la maison, quand j'ai garé la voiture, il y avait un papier bleu collé sur la porte du garage. Le message était alarmant. Il était écrit qu'il y avait une urgence concernant ma fille Sherry. J'ai appelé le numéro indiqué. C'était le médecin légiste. Il m'a dit, « Je suis navré, mais votre fille est ici. Sherry est morte. » On n'est jamais prêt à entendre que son enfant est à la morgue. Jamais. C'était comme si le temps s'était arrêté. Tout était vide de sens. À partir de ce moment-là, plus rien n'était pareil. C'était comme si tout se passait au ralenti. Pour la famille de la victime, tout s'arrête. Ils ne savent pas ce qui s'est passé, ni pourquoi. Mais pour la police, c'est une course contre la montre. Le temps ne joue pas en notre faveur. Plus on attend, plus le coupable peut s'échapper. Où était-elle allée? Qui avait-elle vu en dernier? Dans 90% des cas, la victime connaît le coupable. Donc on s'intéresse à sa famille, à ses proches. On demande systématiquement si quelqu'un voulait faire du mal à la victime ou si elle avait des problèmes avec quelqu'un. Dixie Grimes a tout de suite voulu savoir si Sherry était mariée. On a répondu que Jeff et elle avaient divorcé. On a suspecté Jeff Majors, l'ex-mari de Sherry. Le divorce s'était bien passé. Ils étaient restés en bons termes. Jeff Majors a rapidement été écarté de la liste des suspects. L'enquêtrice Grimes m'a demandé si je savais ce que Sherry avait fait ce week-end-là. La dernière fois que j'avais eu de ses nouvelles, c'était le vendredi. Les Donaldson m'ont dit que ce week-end-là, Sherry était avec son ex-petit ami, Brian Salazar. Mon mari et moi ne l'aimions pas beaucoup. Leur relation était violente et instable.
selon ses parents. Brian n'était pas un gentleman. Il ne l'avait pas traitée correctement. D'après mes recherches, Sherry avait demandé une ordonnance restrictive à l'encontre de Brian, et il avait fait de même. Ce qui voulait dire qu'ils n'avaient pas le droit de se voir. Ils ne devaient pas se trouver à proximité l'un de l'autre. On a suspecté Brian Salazar dès le début de l'enquête. On a rapidement voulu lui parler. On a pensé qu'il l'avait tuée dans un accès de colère. We're in the 2500 block alley between Blake and Walnut Streets on an apparent homicide investigation. La police nous a dit que son corps avait été trouvé dans une ruelle du centre-ville. C'était notre fille. To the left is where the body is located. Ils ont dit qu'elle avait succombé au coup qu'on lui avait donné. Ça nous laisse imaginer toute l'horreur que notre enfant a subie durant ces dernières heures. Cette nuit-là, quand on nous a annoncé la nouvelle, l'avocat de la partie civile était là. Il a essayé de nous réconforter autant qu'il le pouvait. Les garçons étaient déjà au lit. On a décidé de leur annoncer la nouvelle le lendemain matin. J'avais 7 ans quand ma mère a été tuée. Mes frères avaient 5 ans. Toute la famille était en train de pleurer. Mes frères m'ont demandé ce qui se passait. J'ai répondu qu'ils étaient peut-être très heureux, que c'était peut-être des larmes de joie. Tout à coup, mon mari, Everett, s'est senti mal. Il avait du mal à parler. Il s'est plaint de douleurs à la poitrine. J'avais beaucoup de mal à respirer. Ma poitrine se serrait. C'était de pire en pire. J'avais le souffle court. Un des policiers m'a dit « Il faut appeler une ambulance pour votre mari ». On m'a prévenu qu'une ambulance avait emmené mon père à cause de problèmes cardiaques. J'étais au travail. Tout allait bien. Et la minute d'après, tout s'est effondré. Je comprenais rien. J'ai fondu en larmes. Je me suis dit, je vais perdre tout le monde. Que va-t-il arriver à ma famille ? On a regardé le casier judiciaire de Brian Salazar et on a remarqué que Sherry Majors avait une ordonnance restrictive à son encontre. Elle avait donc peur de lui. On s'est rendu au domicile de Brian. Il a accepté de nous suivre au poste de police. Lorsque je lui ai demandé s'il avait tué Sherry, il m'a répondu non. Il s'est mis à pleurer. Il a admis avoir eu des problèmes avec elle, mais il a nié l'avoir frappée ou lui avoir fait du mal. Et d'ailleurs, il n'a jamais été inculpé pour violence conjugale. Mais il se disputait tout le temps. Il nous a dit qu'ils s'étaient vus le vendredi, que tout allait bien entre eux.
Ils sont allés à un bar-restaurant chinois le samedi après-midi. Ils y ont mangé, joué au billard et bu un verre. Ils se seraient disputés cet après-midi-là. Sherry aurait crié « Tu m'as poussé à bout, j'ai mes limites et tu les as franchies. Tu dépasses les bornes. » Puis, elle a quitté le bar. C'était la dernière fois que Brian voyait Sherry. À 17h, quand elle est partie du restaurant chinois. Il ne sait pas où elle est partie. J'ai demandé à Brian ce qu'il a fait le reste de la soirée. Il m'a répondu qu'il a appelé un ami qui est ensuite venu le chercher. Il a passé la soirée avec un ami. Cet homme s'appelait Gordon. On ne savait pas s'il nous disait la vérité. On devait s'assurer de la véracité de ses propos. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, j'ai demandé à une infirmière ce que je faisais là. Elle m'a dit que j'avais une angine de poitrine. Les muscles qui se trouvent autour du cœur se resserrent et ils empêchent le cœur de battre correctement. Le meurtre de Sherry m'avait anéanti. Le lendemain matin, mon mari allait mieux et je m'étais décidée à annoncer la nouvelle au garçon. C'est la chose la plus dure que j'ai jamais eu à faire. Lorsque je me suis réveillé, ce matin-là, mon père et ma grand-mère sont venus me parler. Ils m'ont dit « Ta mère n'est plus là ». J'ai rétorqué « Comment ça, plus là ?» Ils m'ont répondu « Elle est morte ». J'ai couru dans ma chambre. J'y suis resté pendant des heures. On a discuté avec Gordon, l'homme qui est passé prendre Brian au bar. Il a dit être venu chercher Brian et l'avoir ramené chez lui pour regarder un match de boxe. Après le match, ils sont allés boire un verre dans un bar. Ensuite, Gordon a ramené Brian chez ses parents. Il était seul. Il ne l'a pas revu après ça. On a donc écarté Brian Salazar de la liste des suspects. On pensait avoir résolu l'affaire, mais finalement, on a dû continuer à chercher. Tout se passait au ralenti. Je me demandais pourquoi les enquêteurs ne rappelaient pas. Qu'est-ce qui leur prenait autant de temps? Ils devaient avoir trouvé des preuves contre Brian. Dixie Grimes a appelé. Elle m'a dit que Brian avait un alibi. Je lui ai répondu qu'elle devait se tromper, que c'était faux, qu'il fallait revérifier. J'avais besoin de déverser ma colère. Brian Salazar n'était plus un suspect. Il fallait qu'on découvre ce qu'avait fait Sherry du reste de sa soirée aussi vite qu'on le pouvait. On savait qu'elle avait quitté le Happy China. On a quadrillé le secteur autour du bar et on a montré sa photo aux passants. Un barman nous a affirmé qu'elle avait été vue dans un autre bar, le Town Line Pub. Selon nous, c'est là qu'elle avait été vue vivante pour la dernière fois. Elle était contrariée à cause de Brian. Selon les personnes interrogées,
Sherry est restée plusieurs heures au Town Line Pub. Elle a dansé avec plusieurs clients. Les témoins ont vu Sherry passer plusieurs coups de fil. Elle cherchait un moyen pour rentrer. Mais les personnes qu'elle a appelées ne voulaient pas venir la chercher. On s'est dit que le meurtrier lui avait proposé de la ramener chez elle. Lorsqu'on a appris qu'elle avait passé des coups de téléphone, on a regardé la liste des appels. Le nom de Fred est ressorti. Il était peut-être venu la chercher. Nous n'avions aucune certitude, mais c'était une possibilité. Sherry Majors était au Town Line Pub. Elle était contrariée, elle pleurait, et elle passait des appels. On a localisé un des numéros qu'elle avait composé. On est remonté à un dénommé Fred. C'était un ami de Sherry. Brian était jaloux de lui. Il pensait qu'il se passait quelque chose entre eux. Selon notre hypothèse, Fred serait venu la chercher et il aurait tenté de la séduire. Sherry aurait refusé ses avances. Ils se seraient disputés et dans un accès de colère, il l'aurait frappé. On voulait explorer cette possibilité. On a retrouvé Fred. Il se demandait pourquoi on voulait l'interroger. C'est là qu'on lui a annoncé que Sherry avait été tuée. Il était bouleversé, en état de choc. Il nous a dit qu'il était à une fête et qu'il était rentré vers 1h45. À son retour, il avait un message vocal de Sherry sur son répondeur. Il a accepté de nous donner l'enregistrement du message vocal. On a écouté le message qu'elle avait laissé. Elle demandait à Fred s'il pouvait venir la chercher. Elle semblait triste. On aurait dit qu'elle venait de pleurer. Fred s'est senti mal. Il a dit que s'il avait été chez lui, il aurait pu la sauver. Je vais vous confier quelque chose qui pèse lourd sur mes épaules. Ce soir-là, j'ai reçu un appel. Je savais que c'était Sherry. Mais j'avais autre chose de prévu ce soir-là et je ne voulais pas répondre. Je me sens tellement coupable de ne pas avoir décroché. Enterrer son enfant de 27 ans, on ne s'y attend pas. J'étais en plein deuil, mais j'étais aussi en colère. Ma souffrance et ma rage étaient source de motivation. Je voulais savoir qui avait fait ça et pourquoi. On a tué ma fille. Je veux des réponses. C'était dur de devoir attendre. On voulait le coupable derrière les barreaux, qu'il ne puisse nuire à personne d'autre. Le temps semblait s'être arrêté. Plus rien n'avait d'importance. Je me suis mis à genoux. J'ai prié. Je voulais retrouver la paix après ça. Je n'allais plus au travail. Je n'y arrivais plus. Je ne sais pas pourquoi, mais tout ça s'est transformé en croisade personnelle. Comment remonter la pente? Allait-on avoir une explication? Ne rien savoir. Ça nous mettait en colère. De plus en plus, chaque jour.
On avait perdu du temps. Il fallait se regrouper et établir un plan d'attaque. On était à la recherche de tous les témoins possibles. On est retourné au Town Line Pub pour montrer sa photo. 2 femmes ont dit l'avoir vue ce soir-là. Elle connaissait Sherry. Elle leur a paru bouleversée. Elle pleurait. Elle était assise à côté d'un homme à qui elle confiait ses problèmes. Puis, elle a passé un autre coup de fil. L'homme est venu la voir, l'a pris par le bras et lui a dit « On y va ». Elle a accepté de le suivre. Ils sont partis entre 22h et 22h30. 2 jours plus tard, on l'a retrouvée morte dans la ruelle. On leur a demandé si elles connaissaient cet homme. C'était un routier. Il s'appelait Chester Todd. En premier lieu, on a consulté son permis de conduire de chauffeur poids lourd. Chester avait 51 ans. Il avait fait un service militaire de courte durée. On a découvert que Chester Todd était employé par E&K Trucking. On s'est rendu là-bas pour se renseigner sur lui. Il travaillait effectivement pour eux. Il était en déplacement. Il devait aller chercher une livraison de viande dans le Michigan. Il était censé retourner à Denver le vendredi. Il nous fallait retrouver ce camion au plus vite. On ne leur a pas dit pourquoi on voulait lui parler. On a laissé notre carte de visite. Ses employeurs devaient dire à Chester de nous rappeler. Le patron de E&K Trucking m'a recontacté. Il m'a dit qu'il ne savait pas où se trouvait Chester et qu'il y avait l'équivalent de 140 000 $ de viande dans son camion. Il voulait qu'on le retrouve. Chester Todd était en cavale. Le temps joue contre nous. Des personnes disparaissent, des preuves se volatilisent. Il fallait agir, et vite. On commençait à être inquiet parce qu'il avait quitté le Colorado et on ne savait même pas s'il reviendrait un jour. Il aurait pu se rendre n'importe où. En général, on a 48 heures pour élucider une affaire de meurtre. Sherry était morte depuis des jours. Chester pouvait être n'importe où. Son casier judiciaire était fourni. En 1967, Chester Todd, alors âgé de 23 ans, s'est emparé d'un fusil et a tiré sur un homme de 24 ans. Il est parti et il l'a laissé mourir dans un fossé. Il a été condamné à un minimum de 14 ans de réclusion. Il a purgé sa peine dans une prison de l'Illinois. On est retourné à E&K Trucking. On a découvert que Chester avait appelé une de ses collègues. Elle lui avait dit que la police le cherchait. On a tout de suite compris qu'il allait y avoir un problème. Ma partenaire et moi, on s'est dit que Chester ne reviendrait pas. J'appelais le service de livraison tous les jours. Environ 2 semaines plus tard, un chauffeur a retrouvé le camion et la remorque dans un relais routier, à Sioux City, dans l'Iowa. On a cru qu'on le tenait, qu'on allait pouvoir l'embarquer. Il voulait se venger. La viande qu'il transportait dans ce camion valait une centaine de milliers de dollars et il l'avait laissé pourrir. La police a fouillé le camion. Ils ont rapidement trouvé une boucle d'oreille, la même que portait Sherry Majors la nuit où elle est morte. C'était un indice monumental. Ils ont aussi trouvé des traces de sang dans la cabine du camion. Ils ont envoyé les prélèvements au laboratoire pour les analyser. C'était le sang de Sherry Majors.
On a fait appel au FBI. On a demandé aux agences fédérales de rester à l'affût de cet homme violent et dangereux. Nous avons fait en sorte de rendre son identité publique. C'était une personne recherchée. On a diffusé toutes les informations qu'on avait sur lui. Ces efforts ont été faits sur la durée. Ça ne s'est pas fait en une nuit. On avait réfléchi à cette stratégie. Chester s'était volatilisé. Le FBI a plus de moyens. Ils peuvent communiquer rapidement avec les différentes agences fédérales. C'était quelque chose que nous ne pouvions pas faire. C'est pourquoi on a fait appel à eux. On savait que Chester aimait le Canada. Alors il fallait qu'on avertisse les forces de l'ordre à la frontière canadienne pour qu'elles contrôlent les entrées dans le pays. On a aussi parlé à ses ex-femmes. Personne ne voulait s'approcher de lui. Il avait un tempérament explosif. Il n'avait aucune attache au Colorado. Personne à Denver. Il n'avait pas de famille. Tout ce qu'il possédait se trouvait dans ce camion. Il n'avait donc aucune raison de retourner là-bas. Quand Dixie Grimes a appelé pour nous dire qu'il recherchait un homme que nous ne connaissions ni d'Ève ni d'Adam, j'étais surprise et sous le choc. Ça a été un soulagement, mais ça a aussi apporté son lot de questions. Pourquoi Sherry était-elle avec lui? Qui était-il? Ils ont retrouvé le camion, la livraison, mais ils n'ont pas retrouvé le coupable. J'appelais la police pour leur demander s'ils avaient des nouvelles de Chester Todd. Ils n'en avaient aucune. Pourquoi? Je me demandais sans cesse où était cet homme. J'étais en colère. Il ne l'avait toujours pas attrapé. Il s'était évanoui dans la nature. Je ne me sentais pas bien. Je ne mangeais plus. J'étais à bout. J'ai commencé une thérapie. Au bout de la deuxième séance, le médecin a posé un diagnostic. J'étais atteint d'un syndrome de stress post-traumatique. Je crois que Dieu m'a pardonné. Mais je n'avais pas encore pardonné Chester Todd. Il fallait que je le fasse. Mais j'avais beaucoup de mal. Comment je pouvais m'y résoudre? Pendant longtemps, j'ai perdu la foi. Je ne croyais plus en Dieu après ça. Parce que c'était comme s'il m'avait volé ma mère. L'enquête a été suspendue. On attendait de nouvelles preuves ou une quelconque information sur Chester Todd. On est passé à de nouvelles affaires. Lorsque j'ai pris ma retraite, cette affaire me trottait toujours dans la tête. J'ai voulu appeler les Donaldson pour leur annoncer que je partais. Mais ça me touchait trop. Alors je ne l'ai pas fait. Le 8 février 2011, j'ai été affecté à la division des affaires non résolues. J'étais au travail quand l'un de mes supérieurs est venu me voir. Il m'a dit qu'un homme avait été admis aux urgences d'un hôpital à Las Vegas. Les médecins lui ont diagnostiqué une maladie de Parkinson qui présentait des complications. Il disait qu'il était mourant, qu'il avait besoin d'aide. Il a dit qu'il s'appelait James Diamond. Ils lui ont demandé sa carte d'assurance maladie. Il n'en avait pas. Il a donné un numéro de sécurité sociale qui n'existait pas.
Les médecins n'ont pas trouvé ce numéro. Il ne correspondait à aucun dossier. Ils ne l'ont pas traité parce qu'ils ne pouvaient pas payer les soins médicaux. Il leur a finalement dit que ce n'était pas son vrai nom, qu'en réalité, il s'appelait Chester Todd et qu'il était recherché pour meurtre à Denver. Chester Todd était recherché depuis plus de 10 ans. Mon supérieur m'a annoncé que le suspect allait peut-être mourir. Il voulait que je me rende à l'hôpital pour lui parler. Je suis rentré chez moi pour prendre des affaires. Je ne savais pas pour combien de temps je partais. On m'a appelé au travail. Je ne m'y attendais pas. Mais je savais qu'on allait m'annoncer une bonne nouvelle. J'étais folle de joie. Folle de joie. C'était incroyable. J'étais nerveux à l'idée de voir Chester et de l'interroger. J'étais angoissé. C'était ma seule chance. Je n'avais pas le droit à l'erreur. On a essayé d'établir une stratégie. Il fallait que justice soit faite pour Sherry et sa famille. Chester Todd était malade. Il tremblait beaucoup. Il bégayait. So, Mr. Todd, do you know why we're here to talk to you today? Yeah, about the murder of Camille. And where did you meet up with her? In the bar. And they said, come on, I'll take you home where that is. And she said, no sex. For arguing all the whole time. She told me to let her out of the truck. I went to let her out of the truck. So I hit her in the mouth. Knocked her out. And that blood that got in your truck? That's hit her in the mouth. I shouldn't have been, but I was drunk. I had sex with her in the truck. And I started worrying. I said, they're going to get me for rape. Why? Could I? Actually, that's what I did. You raped her. Yeah. So when you had sex with her, was she passed out? At first, yeah. She told me to let her go. She said, I won't say nothing. I said, I'll let you go. I'm just trying to figure out where. Il a continué à rouler et il s'est arrêté dans une ruelle. À l'époque, Denver n'était pas aussi développé. Il y avait moins de circulation. Where was she when you struck her? In the alley? Yeah. I told her to stand there, and when she wouldn't do it, I wasn't going to let her go. But I got scared. Hit her over the head about 5 times. This conversation's really bothering me. You're doing all right. If you need to just take a deep breath and relax, you're doing all right. I had dreams about her. You had dreams about this incident? Yeah. Let's talk about that, man. Do you recognize the person in that photograph? Yeah. Carol Majors. Majors. Sherry Majors? Is it? Is that the one you struck with the hook? Yeah. And that's the girl that you were telling me that you left in the alley? How'd you leave her in the alley? Laying face down on a ledge about this high. Concrete ledge. Right up against the fence. Le lendemain matin, Chester est allé au travail. On lui a confié une livraison à aller chercher en camion. Il a vu une affiche avec sa photo. C'était la photo qu'on avait utilisée sur les avis de recherche. À ce moment-là, il a compris qu'il allait devoir changer d'apparence. Il s'est rasé. Il devait aussi changer de nom. Alors il a pris le deuxième prénom de l'un de ses fils, James.
Son nom d'emprunt, Diamond, venait d'une entreprise. Il l'avait vu dans une publicité, ce qui a donné le nom de James Diamond. Il s'est ensuite rendu à Las Vegas. Il est devenu agent de sécurité dans un magasin. Il le laissait dormir sur place. Il dormait sur une chaise, dans un bureau. Il était malade, en cavale, et nerveux à l'idée de retourner en prison pour homicide. Il s'est décidé à passer aux aveux. J'étais heureuse quand j'ai appris qu'il était malade. Ça m'a rappelé une prière que j'avais faite à Dieu, dans laquelle je lui demandais pourquoi cet homme avait le droit de vivre, de s'échapper et de vivre sa vie. Pendant tout ce temps, il m'avait entendu. Il avait fait de sa vie un véritable enfer. On a attendu pendant si longtemps. Le procès a été repoussé plusieurs fois. Et d'un coup, il est mort. Il est mort dans son lit d'hôpital. Ma mère, elle avait souffert. Aujourd'hui, Sherry aurait eu 51 ans. Elle en avait 27 quand il lui a ôté la vie. Je suis reconnaissante d'avoir eu Sherry. Elle m'a tant donné. Elle me manque chaque jour qui passe. On nous a donné la garde de ses enfants. Ça a été comme une seconde chance pour nous. Setting up a Christmas ornament in memory of our Sherry. Je travaille dans la fonction publique à Denver. J'ai dû passer plusieurs fois devant la ruelle où Sherry a été retrouvée morte. À l'époque, il n'y avait pas autant de monde ici. Je n'oublierai jamais Sherry, ni sa joie de vivre. Elle aimait la vie. Je suis plus fort maintenant. Je peux prendre 5 minutes, regarder autour de moi et voir à quel point cette ville a changé. On a tous dû évoluer après ça. Cette ville aussi a évolué. Ça fait du bien de voir ça. Le changement a du bon. Ça a du bon. Change is good.